Ça te permet en fait d'enrichir ton propre savoir. Il ne faut pas avoir peur des aspects malveillants. Tu sais. C'est pas encore assez forgé pour exprimer les émotions de façon comme un être humain. Pour ne pas avoir peur des choses, il faut les connaître. C'est vieux comme le monde, comme adage, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Bien connaître les choses nous permet d'éviter des craintes irraisonnées. Merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. ChatGPT est entré dans nos vies depuis quelques mois et il n'est pas prêt d'en sortir. Cette technologie d'intelligence artificielle basée sur le traitement du langage naturel peut être utilisée dans de nombreuses applications. Rédaction de documents professionnels, des articles de blog ou contenu marketing, en passant par des chatbots qui peuvent répondre aux questions des clients de manière automatisée, sans oublier la rédaction d'un poème à la personne que vous aimez. D'ailleurs, ce pitch a été écrit aussi grâce à l'aide de ChatGPT. De quelle manière ce chat va changer notre vie ? Quelles sont les limites de cette nouvelle technologie ? Et faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle ? Ce sont les questions que nous allons poser à nos invités aujourd'hui. Nous sommes avec Arnaud Sellermacher. Bonjour Arnaud. Bonjour. Bonjour à tous. Ingénieur et chercheur à Huawei. Exactement. Et Ilan Drake, qui est directeur à Aqua Security et qui aime particulièrement fusionner les expériences du monde virtuel avec le monde réel. Bonjour Ilan. Bonjour tout le monde. Alors on va surtout parler dans cette émission des enjeux éthiques et sociologiques que ce ChatGPT pose, mais on est quand même obligé de commencer par une mise au point technologique. Alors qu'est-ce que c'est ce jet très rapidement et comment ça marche ? Je trouve que votre introduction était parfaite. Pourquoi ? Parce que c'est le ChatGPT qui me l'a donné. Eh ben, il est très fort. Il est très fort, évidemment. Mais en fait, pourquoi l'introduction était parfaite ? Parce que vous avez complètement orienté cette technologie sur le fait que c'est un générateur de texte. C'est ça, ChatGPT. C'est pas forcément quelque chose qui est capable de faire des calculs intelligents. C'est pas quelque chose qui est capable de découvrir des choses particulières. Mais sa force, c'est de générer du texte, de comprendre du texte et de générer du texte. Et alors, ça, c'est pas du tout un domaine restrictif. Bien au contraire, c'est très large parce que à partir du moment où vous pouvez comprendre du texte, vous pouvez faire énormément de choses. Et c'est quoi comprendre du texte ? C'est être capable de le classifier. Par exemple, si je dis sans intonation, Olivier, tu commences à me courir. Tout de suite, dans votre tête, vous classifiez cette phrase comme un peu agressive, un peu. Et si je retire un seul mot, le mot me, et je dis Olivier, tu commences à courir, tout de suite dans votre tête, vous allez le classifier autrement. Vous allez imaginer Olivier avec des baskets en train de courir. On a juste retiré un mot, le mot me, et votre cerveau le classifie la phrase différemment. Et c'est exactement ce que fait en fait ce GPT, qui est en fait un générative. Très net transformer pour l'aspect technique. Il est pensé pour classifier les choses. Une fois que vous êtes capable de les classifier, vous êtes capable de les entre guillemets comprendre et vous pouvez travailler dessus, régénérer des choses. Et donc c'est avant tout un outil qui sert à, on va dire, comprendre du texte et générer du texte. Il faut dire quand même que bon, pour avoir commencé à l'utiliser depuis déjà quelques semaines, c'est quand même assez incroyable. C'est-à-dire que, en fait, ce que fait GPT, c'est qu'il prend des textes qui existent dans le monde entier et en quelques secondes, il arrive à les résumer, en fait. C'est une fois qu'ils ont fait ça, ils ont mis plein de serveurs en réseau, ils ont mis ça dans un cloud et ils lui ont fait, avant tout, manger du Wikipédia. C'est sa première source. Ils lui ont dit, allez, on prend tout Wikipédia et on le fait et on lui donne à manger. Ce qui fait que très rapidement, vous aviez une encyclopédie parlante qui est capable de comprendre et de faire des choses. Et c'est vrai que c'est très bluffant. Je sais pas si Ilan en a fait l'expérience comme moi, parce que moi j'utilise tous les jours. Mais c'est bluffant, oui. Et Ilan, vous avez commencé aussi à utiliser ce chat ? Oui, j'ai même été interviewé par un robot dernièrement. Et c'était très rigolo de voir en fait que le chat GPT savait tout sur ma carrière, donc les questions étaient très précises et
intelligentes, on va dire. Mais il faut comprendre qu'à la fin, c'est un outil. Il ne faut pas avoir peur de nouveaux outils. Il faut les expérimenter. Il faut les rajouter avec d'autres outils que vous utilisez au jour le jour. Moi, j'explique dans cet article comment tu peux utiliser, par exemple, ChatGPT, qui est un AI, ou IA, vous appelez ça en France, non? Intelligence artificielle. Ouais. OK. Et comment tu peux l'utiliser en même temps que Midjourney, qui, lui, cette artificielle intelligence crée des visuels exceptionnels. Et donc, tu sais écrire de façon correcte ta demande, ce qu'on appelle un prompt. Pour Midjourney, il te crée encore une image encore plus exceptionnelle parce que la description est beaucoup plus précise, parce que le prompt est catégorisé, comme le disait Arnaud, en différents paramètres qui permettent à Midjourney de créer ces visuels extrêmement intéressants. Il ne faut pas avoir peur justement de mélanger les techniques. C'est comme alors justement, je voudrais qu'on parle de ça. C'est vraiment le sujet de notre discussion. C'est d'abord quelles sont les limites de ce chat et est-ce que quelque part, les questions que cela pose du point de vue éthique, du point de vue sociologique, etc. Alors, d'abord, on va commencer par le fait que, est-ce que, quelque part, ce ChatGPT ne va pas remplacer l'intelligence de l'homme, et c'est-à-dire que on va arrêter tout simplement de réfléchir et que, tout simplement, on va s'en remettre à ce chat? Je pense pas que ça va changer le cours du monde. C'est un outil c'est comme si tu avais accès à Wikipédia et tu sais exactement où chercher. Et ça te permet en fait d'enrichir ton propre savoir. Il ne faut pas avoir peur des aspects malveillants. Tu sais, si tu as un esprit mauvais, comme il y a des étudiants qui ont utilisé ça pour faire leur thèse à l'université. Tous les profs ont capté, c'était ChatGPT. C'est pas encore assez forgé pour exprimer les émotions de façon comme un être humain. Ça se développe très vite. Hein. Moi, j'ai déjà vu justement cette semaine une vidéo de Biden. Ils utilisent une technique qui s'appelle deepfake, c'est-à-dire qu'ils remplacent le discours de Biden, le président des États-Unis, comme s'il déclarait une guerre mondiale. Et ça fait peur. Mais faut comprendre que ça va justement nous entraîner à être beaucoup plus attentifs, à écouter, à vérifier nos sources d'informations. Et ça, je trouve ça beau. Parce qu'aujourd'hui, même quand on parle d'Israël, par exemple, il y a tellement de bias média, il y a tellement de fausses news qu'à la fin, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et moi, j'invite tout le monde, justement, à chaque fois, avant d'exprimer leur impression, de faire leur propre recherche. Alors, Arnaud, Ilan a parlé de beaucoup de choses, mais je voudrais que tu réagisses d'abord sur le fait, quand on a préparé cette émission, tu m'as dit que c'était une véritable révolution. En quoi c'est une véritable révolution? Oui, alors, d'abord, je partage la sérénité qu'affiche Ilan, qui est très importante, et j'ai la même sérénité. Je suis pas tout à fait d'accord avec lui lorsqu'il dit les professeurs ont vite compris que c'était pas ChatGPT. Ok, aujourd'hui on est encore capable de faire la différence, mais il faut raisonner comme si la technologie ne nous permet pas de faire la différence. Il faut raisonner avec un coup d'avance en disant écoutez, partez du principe que vous ne pouvez pas faire la différence entre un texte généré par un homme et un texte généré par de l'IA. Et c'est en ça que c'est une révolution. Alors, le débat de savoir d'abord c'est une révolution et ça va changer énormément de choses dans la vie de tous les jours. On est déjà préparé, hein. On utilise énormément Siri ou Alexia, donc on a déjà un peu cette préparation psychologique à vivre avec des robots, des assistants, mais c'est plus que des assistants là. On a déjà l'habitude de vivre avec ces objets étranges qui sont une sorte d'objets qui sont capables de vous répondre. Un peu comme en France, lorsqu'on était habitué au Minitel, et finalement la France est passée à Internet très rapidement, beaucoup plus rapidement que certains pays, parce que ça faisait déjà pas mal d'années qu'ils avaient l'habitude du Minitel. Et donc, faut voir que ça va être une révolution, mais on est déjà préparé à ça. Là où je suis pas, ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux craintes,
les craintes, elle n'est pas liée à la technologie en elle-même. Elle est liée à ce qu'on en fait. Mais c'est un très, très, très vieux débat. C'est un débat qui date du Moyen-Âge. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. C'est très, très, très vieux. Et, et cette angoisse-là, finalement, elle n'est pas tellement liée à la technologie. Mais est-ce que la technologie est dangereuse ou pas? Le véritable enjeu, c'est comment les hommes se comportent, indépendamment de la technologie. Ça fait quand même plus de 60 ans que l'on vit avec un risque nucléaire et finalement on se rend compte qu'on le gère plutôt bien, pour l'instant, pourvu que ça dure. Mais donc, je pense pas que la technologie en soi est dangereuse, c'est ce qu'on va en faire. Alors justement, ce qu'on va en faire, pour prendre un exemple, Ilan a parlé par exemple d'Israël dans les médias, etc. De quelle manière GPT va traiter par exemple le problème israélo-palestinien? Est-ce que d'une certaine manière, il va peut-être avoir une certaine prise de position, par exemple? Il l'a déjà. Il est déjà, mais là, il est quand même. Il y a des sujets qu'il est politiquement correct, on va dire ça. Exactement, mais c'est déjà une prise de position, Ilan. Ouais. Le fait d'être politiquement correct, c'est une prise de position. Moi, j'ai été très virulent avec lui sur le woke, sur. J'allais jusqu'au bout au bout de la logique avec lui, et très vite, il dit non, mais je n'ai pas à prendre parti. Je n'ai pas à prendre parti. Et par exemple, si en ce moment on est en plein dans la réforme judiciaire en Israël, je l'ai poussé dans ces derniers retranchements entre est-ce qu'il existe une opposition entre démocratie et État de droit et tout, et il est capé, alors capé, c'est-à-dire il est limité pour ne pas déborder, pour rester dans le politiquement correct. Pourquoi? Vous savez, c'est parce que derrière il y a des enjeux économiques très importants. Donc il faut surtout pas vexer qui que ce soit. On parle d'argent quand même dans cette histoire. Ilan? Oui, je pense exactement comme Arnaud. Je pense aussi que on peut même pousser les limites à ChatGPT. Il y a une façon de d'écrire pour savoir vraiment ce qu'il pense ou ce qu'elle pense. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Et à la fin, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'aspect de... Ça a remplacé déjà Google. C'est comme tu vois, les gamins qui utilisent aujourd'hui TikTok et Facebook et Instagram, on est déjà passé. Et ça c'est la vraie révolution. Ça, c'est vraiment des outils qui, en une semaine, en 1 million d'utilisateurs, en 2 semaines, sont arrivés à 100 millions d'utilisateurs. Et ça, c'est exceptionnel. C'est-à-dire la technologie a quand même tout le temps un impact dans notre vie quotidienne. Et ceux qui n'expérimentent pas cette technologie seront passés. C'est tout bête. C'est l'invitation. C'est ce que on parlait avant pour préparer cette émission avec Arnaud. Comment on va vulgariser ce débat pour que ça soit beaucoup plus accessible au lieu d'avoir des craintes autour de ça, et c'est vraiment de l'utiliser, même pour demander une recette, un menu, quelque chose qui vous plaît, et vous serez surpris. Ça peut vous enrichir. Oui, mais écoute, excuse-moi, je rebondis sur ce que vient de dire Ilan, parce que c'est très parlant ce qu'il vient de dire. C'est l'outil en quelques jours à remplacer un outil comme Google pour plein de gens. C'est exceptionnel. Et dans la vie de tous les jours, je discutais avec un ami aussi informaticien, il me disait, je savais pas quoi faire, j'ai ouvert mon frigo, j'ai donné à GPT la liste des choses que je trouvais dans mon frigo, et il m'a sorti une recette avec ce qu'il y avait dans le frigo. Et c'est là qu'on voit que ça peut rentrer dans notre vie de tous les jours au niveau du travail, mais aussi dans des choses assez intimes, comme qu'est-ce que je vais préparer à manger ce soir parce que j'ai pas dîné. Mais encore une fois, j'essaye de vous pousser, c'est un peu mon métier. Est-ce que, en fin de compte, ça va pas empêcher l'être humain de réfléchir? Et on va se dire, j'ai une question, je veux, pour savoir, par exemple, pour reprendre l'exemple que tu as donné, Arnaud, des recettes, voilà, qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Et on va s'en remettre en fait à GPT, et puis on va tous s'en remettre à GPT en fin de compte.
Est-ce qu'il n'y a pas un danger là, de ce côté-là? Je vais te répondre parce que oui, il y a un danger. Il y a un danger qui passe un peu inaperçu, mais il y a un véritable danger dans les relations transgénérationnelles. Moi, je fais partie d'une génération où quand j'ai eu mon premier garçon, il y a plus de 22 ans, quand il allait pas très bien, je sautais sur mon téléphone et j'appelais ma mère et je disais maman, regarde, il est un peu bizarre, il a les fesses rouges. Elle me dit non, t'inquiète pas, il fait ses dents, c'est normal, ça génère de l'acidité. Je pense que mon fils, qui va, j'espère, être bientôt papa, vous pouvez dire amen. Amen. Je pense que si son fils a les fesses rouges, naturellement, il ira sur Internet et il nous appellera pas. Et, et ce lien transgénérationnel risque d'être fortement affecté. C'est-à-dire, autrefois, on disait, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Je pense qu'aujourd'hui, l'expérience sur plein de petites choses, il n'y aura pas cet échange transgénérationnel. Et effectivement, ça, c'est un vrai problème. Et Ilan, comment on arrive à ne pas casser justement ces relations qu'il y a à avoir entre les générations ou tout simplement les relations entre l'homme et continuer quand même et utiliser justement cette technologie? C'est un véritable défi en fait. C'est un véritable défi. Je pense que même Elon Musk qui a investi en fait dans ChatGPT avec d'autres gros acteurs comprennent aujourd'hui qu'au niveau régulation, il va falloir être très prudent. Donc ça, c'est une vraie crainte. Et au niveau génération, ça va vraiment couper le monde de façon binaire. C'est ce que j'essaie de dire. C'est les gamins utilisent TikTok au lieu d'utiliser. Aujourd'hui, ils vont utiliser ChatGPT au lieu d'appeler leur maman. Et ça va créer encore plus de différences. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif à l'évolution de cette chose. Je rappelle ça à chaque fois dans mon livre que j'appelle Fusion Expérience. C'est vraiment comment ne pas se détacher l'un de l'autre et justement fusionner avec ces technologies dans notre monde réel et essayer de l'impliquer de façon positive. Et ça, c'est ma crainte. Surtout pour des petits métiers, des petites professions. Ça va challenger. Je vois énormément avec la situation macroéconomique dans le monde, tous les layoffs, tous les gens qui ont été virés, qui n'ont plus de travail. Aujourd'hui, c'est pas facile parce que c'est déjà une vieille génération qui cherche du travail de façon complètement différente. Et là, j'ai reçu dernièrement des CV qui ont été complètement formés, écrits avec ChatGPT. Et tu vois que c'est quelque chose qui est beaucoup plus structuré, facile à lire, facile à scanner pour l'employeur. Et je préfère quelqu'un qui utilise justement ces outils nouveaux que quelqu'un qui ne les utilise pas. Très bien, évidemment. Ma femme, elle a une crainte technologie, mais ce que j'essaie de dire, c'est justement si tu as une crainte technologie, parle avec des personnes qui sont moins craintives. Arnaud, un mot de conclusion pour justement pour terminer. Bon, je vais rebondir sur ce que vient de dire Ilan. Effectivement, d'abord, pour ne pas en avoir peur, il faut savoir, et donc je vous invite tous à aller sur openai.com et de regarder et de tester et de s'amuser avec lui. Alors moi j'ai la version payante parce que je suis un addict, mais voilà. Et pour ne pas avoir peur des choses, il faut les connaître. C'est quand même c'est vieux comme le monde, comme adage, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus facile. Et bien connaître les choses nous permet d'éviter des craintes irraisonnées. Donc, faites votre expérience, amusez-vous avec, vous allez voir, c'est très sympathique. Demandez-lui de vous raconter des blagues, il vous racontera des blagues. Si vous lui posez des conseils médicaux, il vous donnera énormément d'informations et vous dira mais parlez-en avec votre médecin. Il est assez impressionnant, c'est une encyclopédie qui parle. Ilan, même conseil? Moi, j'ai grandi avec le petit Larousse illustré. Maintenant, vous avez
de ChatGPT. Alors amusez-vous bien. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant et je pense que c'est un sujet qui va nous passionner aussi dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir, visiblement, puisque, comme je l'ai dit en début, il va rester avec nous. En tout cas, on a l'impression qu'il va rester avec nous encore pour longtemps. Arnaud Sellarmagère, Ilan Drey, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce débat. Merci Merci à à vous. toi.